Cette Pour la conférence va masterclass. maintenant être enregistrée. De toute façon, je vais refaire la vidéo telle que je l'ai. J'ai une bonne mémoire, donc je suis capable de refaire la séquence qu'on a fait hier de mémoire. Donc, on aura un enregistrement nouveau sur la séquence de l'atelier et sur le début de la session. Parce que le milieu avec le cours, on l'a, hein, on a gardé la vidéo. Là, on n'aura plus qu'à faire un montage complet. Donc, ça va mettre un peu plus de temps pour mettre en ligne cette vidéo Masterclass 3. Sachez que vous allez avoir donc en ligne, actuellement, vous avez la Masterclass 1 en ligne. Pour ceux qui se sont inscrits sur la Master 1 et 2, vous avez déjà aussi en ligne. Et hier, j'ai donné le mot de passe pour y accéder. Il y aura donc une inscription aussi sur la Masterclass 3 et 4. Et enfin, vous aurez la totale pour ceux qui se sont inscrits sur la Masterclass 1, 2, 3, 4. On vous enverra tous un mail avec les codes qui correspondent au niveau de votre inscription. Il y a certains qui se sont inscrits pas aux 2, mais aux 3 et 4. Ils ont fait le 1, 3, 4. Cela, on leur donnera carrément la gratuité pour le 2 parce qu'on ne pourra pas faire autrement sur la ligne. Voilà, on commence. Alors voilà le programme. J'ai rajouté un thème qui n'était pas à l'origine inscrit dans le site. C'est les trois chemins les trois sphères du chemin thérapeutique évolutionnel. C'est important pour situer un peu dans quel cadre on peut travailler avec Genius et aussi dans quel cadre se trouve la position du patient lorsqu'il vient vous voir et que vous faites une anamnèse. Donc c'est intéressant. Et vraiment, ça sert vraiment de point de départ, de bonne base pour enchaîner sur le contenu. Ensuite, on verra la notion de mémoire énergétique, on verra comment elle se forme, on parlera des différentes formes de mémoire énergétique qui existent, on verra aussi quelques notions d'épigénétique très rapidement, mais c'est important qu'on revienne là-dessus pour bien comprendre où se placent les mémoires et comment Genius travaille sur ces mémoires pour les effacer. Ensuite, on va voir le cœur du développement personnel, c'est-à-dire que si on résume, ce que Genius peut faire, c'est travailler sur les mémoires les plus puissantes qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer. On peut dire que les premières bases, on va le voir dans les schémas thérapeutiques évolutionnels, la première sphère, c'est de travailler sur les schémas parentaux et notamment sur les blessures de l'enfant intérieur. Je pense que si on a résolu ces blessures, qu'on arrive à les transformer et de s'en libérer, automatiquement, on devient quelqu'un de différent. Et donc, on peut dire que les schémas parentaux, on arrive à en être conscient de telle manière à ce qu'on ne peut pas les reproduire. Du moins, on en est conscient de telle manière à ce qu'on peut s'en affranchir. Et donc, on va voir ça. Ça, c'est les principaux obstacles à l'évolution. Les blessures de l'enfant intérieur, quand elles ne sont pas conscientes, on reproduit inconsciemment plein de schémas, notamment les schémas parentaux. Et c'est vrai que être conscient des blessures de l'être et travailler sur les 5 blessures de l'être, c'est au cœur de Genius un élément très important. Vous avez donc reçu ce matin le fichier contenant la bibliothèque des 5 blessures de l'enfant intérieur. Donc, on travaillera avec tout à l'heure, je ferai une démonstration pour pouvoir travailler avec. Alors, bien sûr, ces deux fichiers sont réalisés en hololinguistique, il n'y a pas de matière physique, on est d'accord. Comparé à la bibliothèque d'hier sur le traitement alternatif du cancer, vous avez eu tous les produits alternatifs du cancer qui sont tirés de la fréquence réelle sur le plateau Chartres. Là, toutes ces valeurs sont forcément trouvées grâce à la valeur hololinguistique, parce qu'on peut aussi créer des fichiers en fonction du nom et de l'énergie du nom. Voilà. Ensuite, on verra les principaux obstacles à la guérison. On peut dire que les derniers bastions qui empêchent l'évolution et la guérison, ce sont les fameuses peurs et les fameuses croyances. On peut dire que souvent, on se pose la question, mais les patients, pourquoi ils ne guérissent pas, pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils restent bloqués? Alors, bien sûr, il y a la résistance. Vous avez les 3 types de résistance, la résistance émotionnelle, la résistance mentale, la résistance spirituelle. Mais c'est vrai que les peurs et les croyances sont des obstacles très forts qui font que la personne ne sort pas de son cadre habituel et retourne en boucle dans les mêmes circuits neuronaux, dans les mêmes façons de fonctionner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous vous réveillez le matin, votre cerveau fonctionne à 75 à 80% en pilotage automatique. Vous reproduisez les mêmes schémas neuronaux. Tout ce qui est nouveau, ça rentre après les 75%. Et c'est vrai qu'on a tendance à fonctionner comme un ordinateur
qui reproduit les mêmes schémas, qui reproduit les mêmes programmes chaque jour, les mêmes formes de pensée, et qui en plus y croit. Donc c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là. Après, on va commencer l'atelier. L'atelier, d'abord, c'est le travail sur les schémas parentaux et les mémoires familiales. Donc vous avez reçu 2 fichiers, un sur les zones identitaires d'un patient, un autre sur les blessures de l'aide, donc on va les utiliser. On utilisera peut-être un 3e fichier que vous n'avez pas reçu, qui s'appelle la libération des mémoires. Forcément, on ne peut pas tout vous donner notre bibliothèque. Il y a des fichiers que nous avons encore de côté, mais on verra tout ce qui permet d'appréhender la mémoire familiale et les schémas parentaux. Ensuite, on va terminer cette session sur comment aider la personne à évoluer sur le plan spirituel, parce que vous avez des patients spéciaux qui viennent vous voir, qui sont complètement différents. Ceux-là, en partie, ont beaucoup travaillé sur eux. Ils ont avancé sur leurs schémas parentaux. Ils ont même transformé ces blessures de l'enfant intérieur. Ils sont suffisamment dans l'unité et dans la liberté pour accéder à un autre plan spirituel, accéder au chemin de leur âme, à leur chemin de vie. Donc, on aura aussi tout un travail là-dessus qu'on va essayer de proposer avec Genius. Voilà, le programme est assez chargé. Espérons qu'on ira au bout. Donc, le premier thème, c'est le chemin thérapeutique d'un patient et son évolution multidimensionnelle. Quand j'étais jeune thérapeute, parce qu'au départ, je ne suis pas rentré tout de suite par la médecine chinoise. Moi, j'ai fait la médecine chinoise 5 ans. Et puis après, je me suis intéressé. J'ai eu un don qui m'est tombé dessus quand j'étais à 26 ans. J'ai fait une méditation et j'ai fait un éveil de Kundalini. Donc, tout de suite, en 2 ans, j'ai été transformé littéralement, puisque je suis passé de l'autre côté du rideau, j'allais dire. Et quand je suis revenu, j'avais des dons, je voyais les auras, je percevais les auras. Donc, je n'avais pas besoin d'avoir une formation parce que je voyais les auras, j'avais la capacité de travailler avec mes mains qui fonctionnent de manière automatique. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui tout de suite sont précipités, un peu comme moi, dans le chaudron, un peu comme Obélix, sans avoir été forcément préparé, parce qu'à l'époque, 26 ans, vous imaginez, la spiritualité, je ne connaissais rien. Il a fallu tout que j'apprenne. Et en plus, j'étais en formation d'analyste. Donc, pour moi, j'étais très cartésien. Et en plus, j'étais analyste. Je fais une formation d'analyste en didactique en analyse jungienne. Je me destinais à travailler sur la psyché. Parce que pour moi, tous les problèmes des personnes, des gens, c'était dans la psyché que ça se trouvait. Je ne pouvais pas imaginer que ça se trouvait ailleurs. Donc, vous imaginez la transformation et le parcours pour arriver au chemin dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, c'est ce parcours qu'il faut arriver à identifier. C'est un parcours évolutionnel que chaque être traverse et c'est important pour un thérapeute de les connaître. On peut dire que le patient se trouve sur son chemin selon 3 sphères différentes. Et donc, ça veut dire qu'en même temps, quand vous faites une anamnèse, vous pouvez vous poser la question, où mon patient se trouve-t-il sur son chemin thérapeutique, dans le retour à soi, vers le cœur de son être? Dans quelle sphère d'accompagnement le patient se situe-t-il? Il y a 3 sphères, elles sont simples. La première sphère, c'est la sphère de l'individuation. La deuxième sphère, c'est la sphère de l'unification. La troisième sphère, c'est la sphère de la nouvelle conscience. On peut considérer qu'un être humain, dans son évolution transpersonnelle, va travailler et passer par ces 3 étapes. Et ça, c'est important de bien le sentir, parce qu'en fonction du patient que vous avez en face de vous, si vous repérez dans quelle sphère elle se trouve, c'est beaucoup plus facile pour l'accompagner. Évident qu'en plus qu'elles sont progressives, ces sphères. Vous ne pouvez pas accéder à la suivante, ou vous pouvez chevaucher la suivante, mais vous ne pouvez pas dépasser la suivante tant que la première n'est pas résolue. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le chemin thérapeutique, et que ça pardonne pas lorsqu'on crée les étapes. Moi, j'ai le cas d'une patiente qui est thérapeute, qui se fait rattraper par ses blessures de l'enfant intérieur qu'elle n'a pas résolues, ses schémas d'enfants parentaux, ses schémas parentaux non plus qu'elle n'a pas résolus. Elle a été à la vitesse grand V, elle n'a pas travaillé sur elle, elle se retrouve maintenant dans un moment très délicat de sa vie. Alors, on va la regarder les unes après les autres, dans le détail. La sphère de l'individuation, quand j'étais jeune apprenti thérapeute, on disait que le but de la thérapie, c'est littéralement acquérir son processus d'individuation. C'est le principe de toutes les thérapies classiques de base, la psychanalyse, la psychothérapie, et j'en passe. Toutes ces thérapies classiques amènent à prendre conscience des schémas parentaux, s'en libérer, se libérer des mémoires familiales, se libérer des mémoires transgénérationnelles, tout ce qui est l'empreinte, l'impact des mémoires
sur notre vie et sur notre façon de fonctionner dans notre vie. La deuxième sphère, c'est la sphère de l'unification, celle de l'ouverture du cœur, de la transformation des dualités de l'ego. C'est la réunification globale de chaque partie de soi. Donc on travaille sur une réunification totale de l'être. Et donc là, il se passe plein de choses. D'abord, on prend conscience aussi de la dimension spirituelle. On s'ouvre aux mémoires collectives, aux mémoires karmiques, au transgénérationnel. Donc c'est une sphère très intéressante qui prépare l'être à entrer dans la nouvelle conscience, à entrer dans la spiritualité. Et la dernière sphère, c'est la sphère de la nouvelle conscience, celle de l'ouverture du cœur, de la connexion à soi, la connexion à l'âme, la connexion à la mission de vie. Et même pour certains, c'est se mettre au service de la lumière, c'est-à-dire incarner sa mission de vie ici sur Terre pour aider l'humanité à avancer vers une humanité d'amour, une humanité lumineuse. Voilà les trois sphères, on va les regarder dans le détail, parce que dans ces détails, vous avez des étapes de travail. Alors voici la première fiche qui consiste de la sphère d'individuation. Quand on dit individuer, ça veut dire conscientiser et se libérer de l'emprise de ces schémas pour se retrouver qui l'on est vraiment. En gros, c'est une sphère dans laquelle le patient fait le tri entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. C'était la prise de conscience des schémas adoptés qui lui ont été collés sur le dos par papa, par maman, par la famille, par l'ensemble de la génération familiale. Et donc, pour sortir de la fusion à l'autre, la fusion parentale originelle, être soi, être vrai, prendre sa place comme individu autonome et complet, c'est important. C'est aussi la phase dans laquelle on va oser aller à la rencontre de sa partie d'ombre. Comme disait Jung, l'or se voit dans la nuit. On parle de l'ombre lumineuse. La partie de soi qu'on a du mal à accepter. Les blessures, les schémas manipulateurs, les peurs, tout ça, ça en fait partie. Après, il y a tout un travail sur sortir de la dépendance, de la relation de dépendance au schéma familial, ou de la contre-dépendance, parce que vous en avez qui sont carrément dans le rejet total, mais ils sont déjà toujours reliés au schéma par un enchaînement inconscient, pour aller vers l'interdépendance et sortir du schéma complètement, ne plus être soumis à l'influence du schéma familial. En gros, il y a trois décisions à prendre. Première chose, accéder au choix conscient, à la libre de la partie du schéma familial que l'on souhaite garder et celle que l'on souhaite se libérer. Deux, faire le choix d'être en relation dans un plus juste rapport entre l'amour de soi, le respect de soi et l'amour pour l'autre, le respect de l'autre. Et là, il y a pas mal de schémas qui tombent, notamment les personnes qui sont soumises à des pervers narcissiques ou des personnes qui sont soumises à un schéma du triangle de Karpman, de victime, sauveur, persécuteur. Là, il y a du boulot parce que ça permet effectivement de prendre conscience de l'estime de soi, de l'amour de soi, qui sort de ce schéma et qui répare le cœur. Et puis, prendre sa juste place dans la vie, trouver son expression juste, le juste de soi pour soi, sans attente, ni attachement par rapport à l'autre. Ça passe forcément par des pardons et ça passe aussi par des transformations pour libérer les souffrances associées et se remettre dans l'amour du cœur. Voilà, ça c'est la première partie sur laquelle vous pouvez accompagner un patient et à travers les schémas que vous avez libérés avec Genius, vous pouvez très bien libérer certaines mémoires qui permettent d'aider le patient à avancer sur cette sphère. Maintenant, on passe à la deuxième sphère, la sphère de l'unification. Alors, c'est simple. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est important. Première chose, c'est se libérer de l'ego. Ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel, se connecter à sa dimension spirituelle et renouer le contact avec son âme. C'est-à-dire recontacter son moi supérieur qui nous guide, qui nous conseille, qui nous envoie des intuitions. C'est comme disait Bach, hein, la maladie n'est ni une punition ni une cruauté, c'est le signe qu'on est sorti du chemin de sa vie. Ça veut dire qu'effectivement, c'est le moi supérieur qui décide de vous orienter dans votre vie. Quand votre mental et votre ego est surpuissant, il n'écoute pas ce moi supérieur. Et donc c'est là qu'on arrive à se libérer de cela et à être en accès avec le moi supérieur dans sa dimension profonde. Alors forcément, ça passe par l'acceptation et la réconciliation où on réunit les différentes parties de soi. Et là, on travaille forcément sur l'enfant intérieur, sur la relation avec l'adulte qui prend l'enfant dans ses bras et qui lui donne l'amour et la reconnaissance qu'il n'a pas eu. Donc c'est une reconnaissance, c'est une réconciliation.
On quitte la lutte, le combat intérieur, donc toutes les dualités de l'ego. On se remet au point zéro, c'est-à-dire là où coexiste l'harmonie, l'équilibre parfait. On va relier le yin et le yang, on va équilibrer l'ombre et la lumière, on va équilibrer le masculin et le féminin en soi, on va mettre de l'amour là où il y a de la peur, donc on va forcément jouer les antidotes de transformation intérieure pour arriver à la paix intérieure et l'unité. On va quitter la pensée linéaire aussi, le lien de cause à effet, souvent limitante, pour aller vers une pensée plus quantique, une pensée plus circulaire, où on va combiner l'intention, les intentions positives, et travailler sur le côté « je crée ma vie, je suis acteur de ma vie, et je suis en accès avec le potentiel énergétique de mon champ des infinies possibilités quantiques ». C'est-à-dire que autour de votre corps physique, vous avez un corps énergétique qu'on appelle le corps potentiel, qui détient tous les pré-programmes énergétiques de votre chemin de vie et qui détient aussi tous les programmes positifs de votre être. Ça veut dire en clair que si vous arrivez à travailler au point zéro, à connecter, faire une reconnexion de ce champ potentiel, automatiquement vous connectez votre potentialité, vous êtes en connexion avec votre chemin de vie et ça balaye automatiquement toutes les mémoires négatives. Il faut trouver une ascèse, qu'on appelle une ascèse, c'est un exercice spirituel, la méditation, le yoga, le tai chi, qui facilite le travail sur l'ouverture du cœur. Très important l'ascèse, même si on est thérapeute, on a besoin d'un lieu, d'un endroit où de régulièrement méditer, parce que c'est le seul moyen de se relier et d'être en contact avec son moi supérieur dans la paix et dans le silence. Et enfin, on commence à s'ouvrir à l'évolution intérieure, aux espaces multidimensionnels. On est sur un tremplin qui ouvre notre cœur vers la dimension spirituelle évolutionnelle. Donc voilà la deuxième partie du travail qu'on peut faire avec un patient. Vous avez la checklist des actions, il suffit de s'y mettre. La dernière partie est simple, c'est s'ouvrir à sa guidance intérieure et se laisser guider. Si vous avez lu le livre Dialogue avec l'ange de Gita Maharaj, on est en plein dessus. C'est l'homme ange multidimensionnel, c'est le futur homme relié au soi, à la dimension de l'amour en permanence. On est guidé en permanence, on reçoit des informations en permanence. Et là, on est d'accord, ces patients-là sont très spéciaux parce qu'ils sont sur un chemin intérieur et le type de soins que vous allez faire avec eux sont des soins d'évolution, des soins spirituels, sont des soins de reconnexion. Vous travaillez sur l'évolution de leur âme, à aucun cas on travaille plus du tout sur les schémas parentaux. C'est bien loin les schémas parentaux à ce stade-là. Voilà pour la première partie. Je vais faire une pause pour savoir s'il y a des questions sur cette partie-là, parce que je sais que c'est quand même assez rapide, parce que ça, ce que je venais de voir en même pas, disons, 10-15 minutes, on le voit en un après-midi entière en formation avec moi, en formation de praticien. Donc, je sais que c'est rapide. Si vous avez des questions, profitez-en. Je vous écoute. Le nom du livre sur la guidance, c'est pas un livre sur la guidance. Ça s'appelle Dialogue avec l'ange. Je vais vous le mettre. Pardon, j'arrive. L'auteur, c'est Gita Maharaj. Et c'est l'édition intégrale qu'il faut prendre. C'est un très beau livre. Alors, pour une petite idée, Gita, avec sa sœur, j'y vais avant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'était en Roumanie ou quelque part par là, dans un pays slave. Elle était artiste, peintre, sculpteur, enfin, elle faisait de la danse, enfin, très très riche en artiste. Et donc, c'est l'histoire de trois personnes, sa sœur, un homme qui était le compagnon de sa sœur, et Gita. Et un jour, Gita reçoit des messages par écriture automatique. Et donc, en fait, ce livre, c'est tout le livre de tous les messages qu'il a reçus. C'était sa meilleure amie, merci Marina, pardon. C'était en Hongrie, ben voilà. Merci de me rappeler, c'est un peu loin le bouquin. Donc, c'était en Hongrie, c'était sa sœur, c'était pas sa sœur, c'était sa meilleure amie. Voilà. Et donc, elle reçoit des messages d'un ange
à qui ils peuvent poser des questions sur leur vie, mais aussi sur l'évolution de la planète, sur l'évolution de l'être, etc. Et donc tout ce livre, ce sont tous les messages. Et la fin du livre est sublime, puisque là on parle de l'homme ange. Et donc, je vous laisse, je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse découvrir l'histoire. Il y a une partie triste, puisqu'il y en a deux qui ont été déportés par les nazis. Seule Gita s'est échappée, et elle s'est réfugiée en France, et c'est comme ça qu'elle a édité ce livre, et qu'elle a gardé tous les cahiers, tous les carnets où tous les messages étaient consignés, parce que c'était sa sœur qui était médium, qui recevait les messages. Et donc tous ces petits carnets ont fait ce beau livre, et je vous le recommande. Voilà, vous avez les références sur le... D'autres questions? Ok, alors je continue. On va continuer sur le deuxième volet. On va parler de notions de mémoire énergétique engrammée. On va faire peut-être un retour en arrière sur les cours de base que vous avez peut-être vécu en conférence avec moi en ligne. Mais c'est important de refaire un feedback pour bien comprendre le mécanisme de tout ça. Alors, on va faire une expérience sur une paramécie. La paramécie, c'est la cellule la plus simple qui existe. Ça ressemble à un œuf sur plat. Vous avez un noyau au milieu, hein, et vous avez un cytoplasme. Donc, c'est vraiment un œuf sur le plat. Et c'est aussi simple que ça, une paramécie, c'est une cellule vivante. On va imaginer qu'on met cette paramécie sur une lamelle de microscope et qu'avec un stylet, je pique le bord du cytoplasme. Donc, là, je suis en train d'agresser ma paramécie avec une pointe aiguë. Forcément, c'est un être vivant, il ne va pas trop apprécier que je l'attaque. Donc, le premier réflexe de la paramécie, ça va être le même réflexe que fait une huître quand vous l'ouvrez, puisqu'elle est vivante. Elle va se rétracter parce qu'elle est terrorisée par l'agression. Donc, le cytoplasme va se rétracter à une certaine distance de l'endroit de la piqûre. Mais si je suis un peu méchant, je vais piquer le bord du cytoplasme rétracté une deuxième fois. Là, il va se passer quelque chose d'assez étrange, d'assez puissant aussi, de la part d'une petite cellule de paramécie, c'est que le noyau va se déplacer à l'opposé de la piqûre, comme s'il voulait se protéger de l'agression. Donc là, il y a un déplacement du noyau. J'ai fait 3 noyaux parce que techniquement, avec le logiciel, on n'arrive pas à faire un déplacement automatique d'animation, mais considérez que celui qui est le plus à gauche, c'est celui de la dernière position. Voilà. Donc, réflexe de protection encore plus fort, puisque là, il y a une deuxième agression. On a répété la même agression au même endroit, donc l'impact est plus fort. Et non seulement il va déplacer le noyau, mais il va rétracter un peu plus continuer à rétracter son cytoplasme. Si j'insiste une troisième fois, il va se passer un phénomène assez étrange, c'est qu'elle va se couper en deux. C'est-à-dire que la partie où il y a le noyau va se séparer de la partie qui a été piquée. Elle va carrément, comme un lézard, abandonner sa partie qui a été blessée et va aller se reconstituer ailleurs. Ça, c'est assez phénoménal parce que vous avez une cellule qui se scinde en deux et qui abandonne son champ vital. Ce qu'on appelle ça abandonner son champ vital. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler d'une paramécie? Qu'est-ce que ça a à voir avec un être humain? Ben, c'est simple, remplacez la paramécie par l'être humain et vous avez exactement la même chose qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Première piqûre, première agression. La personne reçoit un choc émotionnel grave, par exemple une blessure du cœur, une grande séparation, une grande tristesse. Bon, il arrive à avancer dans sa vie, il oublie l'histoire, et puis un an plus tard, en re-blessure du cœur, deuxième séparation, à peu près pour les mêmes motifs. Donc deuxième choc émotionnel, deuxième stress important. Donc l'être humain n'aime pas souffrir, il aime bien se mettre en dehors de la souffrance. Donc déjà le premier réflexe, c'est face à la souffrance, c'est de se déplacer à l'inverse de la souffrance pour reconstituer sa vie. Donc c'est typique de la souffrance. Une empreinte négative d'un choc émotionnel
pénètre profondément dans le champ physique et énergétique de l'être, mais le patient, lui, va fuir la souffrance et va chercher à se reconstruire ailleurs et ne va pas exprimer forcément ce qui s'est passé. Donc, déplacement du centre de l'être à l'extérieur. Manque de peau, cette personne, malheureusement, elle va cumuler encore une troisième blessure du cœur. Et là, la blessure est tellement forte qu'elle va toucher l'être. Et ça va aboutir peut-être au bout d'un certain temps à une maladie dégénérative ou une crise cardiaque. Donc on est vraiment là sur le schéma typique d'une agression, d'une énergie perverse, d'une énergie négative qui rentre à l'intérieur de l'être, une expression négative, et la personne qui encaisse, mais qui ne l'extire pas, qui ne l'exprime pas. Et donc, cette mémoire s'enregistre à l'intérieur de la personne. On dit que lorsque cette mémoire est enregistrée, elle devient autonome, une partie autonome par rapport à la personne. Ça veut dire que là, l'être humain a abandonné son champ vital et laissé son champ vital aux mains, enfin je vais dire aux mains de l'intrus, aux mains de la néoformation qui va se former, aux mains de la mémoire qui va s'engrammer là et qui va prendre une existence autonome et qui va même carrément passer à l'inconscient. Parce que c'est là le problème. Une mémoire active se décompose de la manière suivante. Quand vous prenez le choc, vous avez l'impact du choc, qu'il soit un choc de mémoire physique ou émotionnelle. Là, on parle de mémoire émotionnelle, un choc émotionnel grave. Vous avez le choc, donc vous encaissez le choc. Puis, passé 72 heures, le choc pénètre. C'est là qu'il y a une résonance du choc. On peut comparer avec un bol tibétain ou une cloche. Avec un maillet, si je tape sur la cloche, ben vous avez le choc, vous avez le son qui éclate tout de suite, vous entendez le son de la cloche. Et puis, peu de temps après, le son commence à s'atténuer, mais si on approche la cloche de l'oreille, on entend encore le son et on entend aussi sa résonance. Ça veut dire que le choc pénètre dans les molécules de la cloche. On est exactement dans le même processus par rapport à un être humain. Et ensuite, une fois que cette pénétration est faite, l'enregistrement du choc se fait, et c'est là que l'impression de la mémoire énergétique se fait. Vous avez donc 72 heures, peut-être ceux qui ont travaillé en thérapie, vous avez peut-être un peu plus de temps parce que vous êtes entraîné, mais 72 heures pour faire un lien de cause à effet entre un événement source d'un choc et la source de la mémoire. Passé ce délai, cette mémoire devient passive. Elle s'enfuit et elle va s'engrammer au cœur des cellules ou même dans un organe, quel qu'il soit. Il suffit quelques années plus tard d'un signal qui ressemble, un stimuli extérieur qui ressemble, comme un nouveau choc émotionnel qui ressemble au premier, et à ce moment-là, cette mémoire se réactive et donc la mémoire sous forme d'énergie reprend l'événement en main et ressort l'événement des tiroirs, et là, l'intensité émotionnelle est encore plus forte puisqu'il y a une résonance qui résonne en soi, et forcément la personne va avoir un choc encore plus important parce qu'elle est doublée, c'est la mémoire qui se réveille en même temps. Alors nous, on sait qu'on peut déprogrammer les mémoires et récupérer le champ vital et transformer la mémoire imprimée. Et ça, Genius peut le faire. Je vous expliquerai tout à l'heure dans la pratique comment on va procéder. Pour résumer, nous avons les définitions des mémoires psychosomatiques énergétiques. Une mémoire passive, c'est donc une mémoire enregistrée dans nos différents corps d'énergie. Parce qu'au départ, quand un choc s'inscrit, ça commence par s'inscrire d'abord dans les corps d'énergie, à différents niveaux, puis s'enfuit à l'intérieur de l'être. Il s'agit d'un programme non actif stocké en mémoire. Un peu comme si on avait imprimé, engrammé un CD ou un DVD. On ne voit pas le film, mais il est quand même sur le DVD. Et la mémoire active, on l'a compris, c'est lorsqu'il y a un stimuli déclencheur qui réactive cette mémoire, qui remonte à la surface, et elle redevient vivante. C'est comme si on avait mis le DVD dans un lecteur et qu'on voulait à nouveau le film. Et là, on voit bien que nos cellules fonctionnent sur des programmes et des hologrammes mémoriels multiples, et qu'elles activent ces mémoires au moment où il se passe quelque chose pour les activer. Voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ce schéma, vous l'avez vu au niveau 1, la masterclass 1. C'est un résumé. C'est un résumé de l'impression de mémoire d'un choc émotionnel. Alors, vous avez plusieurs impacts. 1 dans le rat, par le traumatisme. 2 dans la tête, neurone. 3 dans le symptôme, à l'endroit où se situe le symptôme, sur un chakra ou même sur une partie du corps, si c'est un choc émotionnel. Un choc physique, pardon.
Vous voyez que ce n'est pas forcément logique dans le rat, les mémoires ne sont pas forcément situées au regard de là où le choc a été pris en premier lieu. Voilà. Alors, le processus d'impression part de l'événement source vers le corps physique, puis du corps physique vers le corps énergétique. La mémoire passive s'imprime et s'engramme à la fois dans le corps énergétique concerné, dans le cerveau, dans le corps par une empreinte psychosomatique sous forme d'un symptôme lié à l'émotion et donc à l'expression, et enfin dans la cellule, au niveau de l'ADN, car c'est l'ADN qui enregistre l'ensemble de nos mémoires engrammées. Et on parlera dans ce cas-là d'épigénétique, parce que c'est la nouvelle science épigénétique qui consiste à faire le lien qu'il y a entre l'environnement dans lequel nous vivons, nos croyances, nos pensées, nos émotions et l'influence de notre ADN qui enregistre l'ensemble de ces données. Et nos cellules enregistrent et sont en lien direct avec notre environnement extérieur. On sait aussi que le noyau de la cellule n'est pas le centre de la cellule, que le noyau de la cellule, c'est la membrane cellulaire qui gère justement ces échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Juste une petite flash sur l'épigénétique. Vous voyez cette photo qui représente deux jumelles qui sont de vraies jumelles. Hein. Vous voyez que carrément c'est la copie l'une de l'autre. Quand on les voit, elles sont vraiment semblables. Il n'y a pas un défaut. On voit bien que c'est les mêmes, exactement les mêmes. Pourtant, ce qui frappe d'abord chez les jumeaux identiques, c'est leur incroyable ressemblance. Le même visage en miroir, le même corps, mais rapidement, c'est plutôt leurs dissemblances qui surprennent. Le visage plus large de l'un, parfois quelques centimètres de moins chez l'autre, la différence indéfinissable dans certains traits. Mais occasionnellement, ça va plus loin. L'un est autiste, mais pas l'autre. Un jumeau peut être bipolaire, mais pas son frère. Un peut être diabétique, l'autre peut avoir une autre maladie. Comment se fait-il? Les jumeaux n'ont-ils pas exactement les mêmes gènes? Les jumeaux identiques sont plus ressemblants à la naissance que plus tard dans la vie. Regardez. Parce que tout au long de leur existence, ils accumulent, comme tout être humain, des changements épigénétiques. C'est l'environnement qui les imprime, qui imprime leur transformation cellulaire. Et donc, ces changements épigénétiques vont transformer les gènes et vont transformer forcément leur apparence. Voici des exemples connus. À gauche, ça c'était avant. À droite, ça c'est maintenant. Vous les connaissez, c'est les fameuses sœurs Olsen qui étaient les sœurs américaines qui ont défrayé la chronique dans les années 80, qui ont fait pas mal de séries aux États-Unis, qui sont des jumelles identiques, qui ont quasiment comme la première photo, quasiment peu de détails de différence. Dans leur jeunesse, on ne pouvait quasiment les confondre l'une de l'autre. Voici leur photo aujourd'hui. Vous voyez que la différence est nette. On en voit une qui a évolué différemment de l'autre et on voit l'impact épigénétique et le changement de transformation sur les différentes sur les physiques. Là, elles ne se ressemblent pas du tout. Elles n'ont plus, à part les yeux, la même ressemblance exacte du visage qu'on peut retrouver quand elles étaient jeunes. Une autre photo, les deux astronautes, vous avez sûrement vu, c'est les astronautes Kelly, un des astronautes qui est resté 8 mois dans la station internationale de l'espace. Ils sont partis, ils se ressemblaient à peu près, en revenant de la station internationale, après avoir baigné dans la pesanteur pendant 10 mois. Voici la différence. Et on voit bien effectivement que cette différence est nette. Voilà, c'était pour vous montrer l'impact de l'ADN et le rôle de l'ADN dans l'impact des mémoires. Une expérience qui a été menée il y a quelques temps avec des femelles rats, je ne sais pas si on dit rats, hein, enfin une femelle rat, quoi, à qui on envoyait une décharge électrique, comme le réflexe de Pavlov, et qu'on émettait un parfum en même temps. Ce qui fait que la pauvre femelle, quand elle recevait sa décharge électrique, allumait le parfum qu'on lui envoyait. Puis on a donné un mâle à cette femelle, qui a fait des bébés, et une fois adultes, ces bébés, on leur a envoyé le même parfum qu'on utilisait avec leur mère au moment de la décharge électrique. Et bien tous les enfants, jusqu'à la troisième génération, la troisième génération de rats ont eu des réactions de peur et se sont carapatés.
Donc on voit bien l'influence de l'environnement et ça peut venir de simples parfums. Donc pour résumer, les mémoires sont de 3 types et ce sont des 3 types de mémoires que Genius est capable de travailler. Le schéma répétitif, on retrouve les schémas d'individuation, les schémas parentaux, la reproduction de la mémoire comme un disque. Le schéma transmissible sont les mémoires générationnelles cellulaires ou les mémoires anniversaires. Quand j'étais jeune analyste, j'ai travaillé avec Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto. Françoise Dolto parlait souvent de la mémoire anniversaire comme étant un élément de transmission de mémoire. Ça ne vient pas d'elle, ça vient de Anne Ancelin qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Ah et mes aïeux sur toutes les mémoires générationnelles. Mais c'était pas rare de trouver une patiente qui avait la maladie au même endroit et au même âge que son parent ou même que sa grand-mère. La mémoire anniversaire, c'est ça. C'est cette mémoire qui se transmet d'une génération à l'autre, même en sautant une génération, et qui se retrouve engrammée dans l'ADN et qui ressort sous forme d'une maladie dans une autre mémoire. Là, il y a un cas récent d'un copain ostéopathe qui a été consulté par une jeune femme qui était atteinte de vaginisme et d'à travers l'analyse qu'il a fait, il n'y avait aucun événement, elle n'avait pas été agressée sexuellement, il n'y avait pas de source réelle qui pourrait créer le vaginisme. Et donc, à un moment donné, il a eu une intuition, il a dit, ça peut peut-être venir de votre grand-mère, de votre mère, ce serait peut-être important de poser la question. Et la jeune fille a pris son courage à deux mains, et c'est au moment où elle a parlé à sa grand-mère que sa grand-mère a sorti son secret de famille. Et donc, le fait simplement que la grand-mère parle de son viol, de son agression sexuelle, ça a libéré la jeune fille, et le vaginisme de cette jeune femme s'est arrêté net. Donc on voit bien que l'importance d'une mémoire lorsqu'elle circule dans la famille. Vous avez le schéma d'évolution mémorielle qui est lié à l'évolution nette, surtout ce qu'on appelle la mémoire karmique. Il faut tenir compte du karma. Dans la mémoire karmique, il y a plein de choses. Il y a les vœux périmés, il y a les épreuves karmiques. Vous avez aussi les mémoires collectives, karmiques, il y a plein de choses. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, ce sera peut-être l'objet d'une future masterclass ou d'un futur thème là-dessus. Ça, en tous les cas, c'est un sacré sujet. On parle aussi des implants karmiques, les fameux implants, donc sur le plan énergétique. Donc c'est important effectivement qu'on puisse travailler là-dessus. Sachez quand même qu'on peut travailler sur la mémoire karmique qui sont reliées aux peurs et aux croyances. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Et enfin, vous avez le schéma lié à l'évolution planétaire, ce qu'on appelle les programmations cellulaires mémorielles. Il faut savoir que si on prend l'exemple par exemple de la Shoah, qui est un événement terrible, mais on sait qu'une génération entière a été touchée par la Shoah et que les enfants qui sortent, qui sont sortis de cette génération-là, jusqu'à 2-3 générations, ont une propension émotionnelle à vivre dans la terreur et dans la peur de manière hypersensible parce que justement, leurs parents ont été persécutés. Donc on voit ça, on voit aussi dans le bouquin Super Jeune de Deepak Chopra, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Il a sorti un bouquin intéressant, il s'appelle Super Jeune. Il parle de toute une génération de Hollandais qui étaient dans la famine pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que les nazis avaient récupéré toute la nourriture. Et donc c'est toute une génération d'hommes et de femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale en Hollande qui ont vraiment crevé de faim. Et toute la génération suivante ont développé beaucoup d'obésité. On voit bien la réaction de ce qui se passe dans la génération suivante et voire même au-delà. Donc ça, c'est vraiment des programmations cellulaires mémorielles liées à l'évolution, mais liées aussi au peuple. Voilà. On fait une pause, si vous le voulez bien. Je vais vous demander de me poser des questions pour voir si c'est clair pour vous avant de passer aux 2 dernières étapes du schéma avant de passer à l'atelier. Bon, tout est clair. C'est bon. Ok, alors on continue. Bien, vous avez certainement entendu parler des 5 blessures de l'être de Lise Bourbeau. Je pense que quand ce livre est sorti, ça a révélé chez certains thérapeutes le don de travailler sur les schémas parentaux, parce que c'est tellement simple, ce livre.
D'ailleurs, les livres qu'on suit aussi derrière sont aussi intéressants. Donc, on va les parcourir. Il faut savoir que la plupart des obstacles essentiels qui fait que les personnes reproduisent leur schéma et tombent dans les pièges relationnels, essaient de se forger une personnalité qui ne sont pas elles-mêmes, eh bien, c'est en partie parce que ces blessures ne sont pas traitées et on se retrouve avec une sorte de dépendance à ces schémas et on va en parler tout de suite. Alors, on va d'abord les nommer, ces fameuses blessures. Je les rappelle pour certains, ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu. Première blessure, c'est l'abandon. La deuxième, c'est la trahison. La troisième, c'est l'injustice. La quatrième, c'est le rejet. La cinquième, c'est l'humiliation. Sur le schéma qui est à droite, on a fait un tableau récapitulatif de Lise Bourbeau, de la formation de la blessure, donc vous voyez sur la gauche. La trahison, c'est entre 2 et 4 ans. C'est le parent du sexe opposé. On a menti à l'enfant qui était, on n'a pas répondu à ses attentes, on a trahi sa confiance, on l'a utilisé, on s'est servi de lui. Donc, ça aboutit au masque du contrôlant. Donc, le masque de survie de la trahison, c'est le contrôlant. C'est des personnes qui, pour ne pas être trahies, vont chercher à contrôler leur entourage, contrôler les autres et se sentir spécial, même aller jusqu'à la manipulation. Voilà, donc on va voir ça. Après, vous avez la blessure de rejet, c'est le parent du même sexe, c'est-à-dire dès la conception, ça peut venir dès la naissance et même avant, pendant la conception, pendant la formation du fœtus. Il faut savoir que l'enfant, le fœtus enregistre toutes ces données, on appelle ça des mémoires in utero. L'enfant que j'étais ne s'est pas senti vraiment accueilli, accepté, désiré et choisi, donc rejeté. Ça donne un fuyant, un masque de survie de la fuite, perfectionniste, idéaliste, mais doutant de sa valeur, ne se donne pas le droit d'exister, fuit la réalité et s'isole des autres. C'est typique de la blessure de rejet. Pour la blessure d'abandon, c'est le parent du sexe opposé, c'est entre 0 et 3 ans. L'enfant ne s'est pas senti soutenu, écouté, ni même entouré sur le plan affectif. Il n'y a pas de lien affectif, un lien très dur entre le parent et l'enfant, très froid, pas d'affectivité, pas de douceur, pas de chaleur. Et là, on se retrouve avec le masque du dépendant affectif, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche constamment à se nourrir d'affection, et bien forcément, puisqu'il en a manqué dans son enfance, donc redoute la solitude, a peur d'être seul, existe qu'à travers les autres, fait tout pour attirer leur attention et leur soutien, leur fait plaisir, n'ont aucune limite dans le faire plaisir, ne pense que se sacrifient pour les autres et se respectent pas eux-mêmes. Après, vous avez la blessure d'humiliation. Entre 1 et 3 ans, l'enfant qui s'est senti brimé, voire violenté physiquement et émotionnellement. Donc, ou alors carrément ignoré par le parent, et seulement l'enfant devient intéressant lorsqu'il est malade ou qu'il est en souffrance. Donc, l'enfant comprend très vite qu'il faut qu'il ait mal, qu'il soit malade pour être aimé. C'est là que l'amour s'inverse. Et donc, on se retrouve avec des parents castrateurs, des parents violents, des parents brimants, des parents manipulateurs. Et donc, on va se retrouver dans une masque un peu pénible qui s'appelle le masque du masochisme. Effectivement, soumis et cherche le plaisir dans la souffrance, se sacrifie pour l'autre, de peur de se sentir indigne. Et là, on se retrouve dans des relations sadomasochistes ou des relations du triangle de Karpman dont on a parlé tout à l'heure. Blessure d'injustice, 4 et 6 ans, avec le parent du même sexe, l'insensibilité et la froideur de son parent ont freiné le développement de l'individualité. On peut dire que là, on est dans quelqu'un qui reste bloqué à l'âge à lequel la blessure s'est trouvée. Donc, on allait faire des personnes qui sont, entre guillemets, pas finies, qui n'ont pas complété complètement leur Oedipe. Et donc, on se retrouve avec des difficultés de maturité, souvent exigeants envers eux-mêmes, souvent insensibles, souvent dans la surface, cachent la peur de ne pas mériter l'amour. Donc, c'est le psychorigide, la psychorigidité. Voilà, vous avez les 4 blessures, on les a détaillées. On a aussi du tableau. Ce qui est important déjà, c'est de regarder un peu le rôle du thérapeute. Lorsqu'une blessure est active en nous, nous n'apprécions pas d'être confrontés à la souffrance qu'elle nous renvoie. C'est pour cela que nous allons développer un masque de survie pour continuer à exister sans être confrontés à notre blessure. C'est là que commence le faux moi, ou un personnage entièrement construit. Selon Lise Bourbeau,
Les masques n'ont pas été mis en place au même âge dans l'enfance. Ils vont souvent par paire. Vous pouvez trouver par exemple le rigide et le fuyant en même temps, le contrôlant et l'abandon en même temps. Donc c'est pas une seule blessure, mais ça peut être 2, voire 3. J'ai même des patients qui ont toutes les blessures qui s'accumulent. Donc vraiment, c'est pas forcément la joie pour tout le monde dans ces cas-là, mais c'est vrai qu'en principe, c'est 2 à 3 blessures que nous avons en nous au départ. Les masques servent de point de repérage chez les blessures d'un patient, les blessures à guérir, l'approche thérapeutique, les pièges à éviter dans l'accompagnement d'un patient, parce que les masques servent de piège pour le thérapeute. C'est là que vous avez affaire à des personnes qui vont agir avec leur masque pour éviter d'être confrontées à leurs blessures. Voilà, donc vous avez des conseils, observez les composantes psychologiques, émotionnelles, comportementales et même corporelles des masques. C'est les masques qui vous aident à comprendre comment fonctionne la personne et traduire aussi les blessures. Alors nous, en niveau énergétique, c'est plus simple, on utilise l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle, je vous montrerai tout à l'heure comment, pour repérer les blessures, c'est plus facile parce que c'est une résonance directe de biofeedback énergétique. Voilà les tableaux. Alors, dedans dans les tableaux, vous avez un peu plus de composants. On ne va pas rester trop longtemps dessus. Ce qui est important, c'est que vous voyez que le schéma a pour conséquence certains comportements, notamment un caractère. Vous avez l'abandon, par exemple, si vous regardez ce tableau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas le lire, mais si vous regardez ce tableau, vous avez plein d'éléments qui vous montrent effectivement que le dépendant va créer dans sa vie plein de fonctionnements particuliers. Et notamment, la stratégie de défense en thérapie, c'est qu'il abandonne avant d'être abandonné, donc il se désengage rapidement. Ça, c'est un piège pour le thérapeute. Voilà. La peur exprimée, c'est être abandonné, se retrouver seul, être incapable d'y arriver tout seul. Donc, se remet souvent au thérapeute pour trouver la solution. C'est plus facile. Donc, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, c'est ce que vous entendez dans son langage. Il a souvent besoin de soutien et d'attention. Il a du mal à décider tout seul, à faire tout seul. Donc, ça veut dire que là, il cherche un lien de dépendance avec son thérapeute en permanence. Deuxième tableau, la trahison. Donc, ce qui a été bafoué, c'est la confiance. Donc, on a un gros problème. Il va falloir reconstituer la confiance avec ce patient. Parce que son problème, c'est ça, c'est de ne plus pouvoir faire confiance en personne. Donc, tendance à manipuler son thérapeute, tendance à manipuler les tenants et les aboutissants de la séance. Ça, c'est important de le voir. Et par contre, il attache beaucoup d'importance à la loyauté et l'engagement de celui qui est en face de lui. Donc, c'est important de faire attention à ne pas trahir, à ne pas faire de bêtises de cet ordre-là. Voilà. On retrouve souvent des amertumes suite à des frustrations. Vous avez les TOC aussi, les troubles obsessionnels compulsifs, qui sont typiques de la blessure de trahison. Donc, c'est aussi un moyen de décoder cette blessure. Et sur le rejet, maintenant, peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être compris, de ne pas avoir le droit d'exister. Donc, il y a une grande forme de dévalorisation. Donc, il se suradapte pour être accepté. Donc, il se met dans des rôles. Il ne se montre pas tel qu'il est. Donc, il va forcément essayer de jouer la comédie parfois et surtout se plier aux attentes des autres. Essayer d'anticiper les attentes sur soi. Donc, ça, c'est typique dans la séance. Voilà, vous avez tout ça. Ce qui est important, c'est attention de voir que vous êtes dans des personnes qui peuvent aussi, par peur d'avoir beaucoup de mal à y arriver, donc peur de ne pas y arriver, ça peut ressortir aussi dans ce type de patient. Et sur la justice, le psychorigide, la demande, c'est la reconnaissance. Donc là, on est d'accord. Si vous avez un parent, c'est typique du psychorigide. Hein. C'est soit parfait, mon fils, soit un homme, mon fils, soit une femme, ma fille, soit parfait. Et quand l'enfant est tout content d'avoir fait quelque chose, réalisé quelque chose, qu'il arrive avec ce qu'il a fait, son beau dessin, et pour le montrer à son parent plutôt lui dire c'est bien, je suis content, je suis fier de toi, lui dire mais t'aurais pu me le faire. Donc automatiquement, l'absence de reconnaissance et le fait de mettre la barre au-dessus de la tête à nouveau fait que la personne va débrancher tout son plaisir et son désir individuel pour satisfaire son adulte afin d'obtenir cette satisfaction de la reconnaissance qui ne viendra jamais.
parce que chez les parents, l'élève ne dépassera jamais le maître. Donc, on a des personnes qui vont se couper d'eux-mêmes, se structurer de telle manière à ce qu'ils se coupent de tout plaisir et qu'ils ne voient que la perfection, pour aller jusqu'au maximum de la perversion narcissique, puisque leur addiction à la justice est effectivement une forme de vengeance par le pervers narcissique sur l'absence de reconnaissance. Et enfin, l'humiliation. Donc, effectivement, l'humiliation, c'est le déni de soi. Le problème qui n'est pas réglé, c'est l'estime de soi. Donc là, il s'agit de reconstruire toute l'estime de soi, de construire la valeur de la personne. Donc c'est important parce que la personne est complètement dans la culpabilité et dans la dévalorisation totale. Il a peur de décevoir et de blesser l'autre. Il ne se sent pas à la hauteur. Donc, il est soumis. Donc c'est pour ça souvent soumis à un persécuteur sadique. Souvent dans la relation sadomaso, on se retrouve dans ce modèle-là. C'est souvent des fusionnaires qui compensent aussi par le sexe. On va le voir, le rôle de la sexualité est important pour l'humiliation. Le sexe qui fait mal, donc on est vraiment dans le masochisme. C'est pas un sexe normal, oui, c'est pas un sexe relié à l'amour, c'est un sexe plutôt objectal, qui est plus du genre, par exemple, on trouve beaucoup de blessures d'humiliation, sûrement dans les clubs échangistes, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, on voit effectivement que là, l'importance pour sortir de cette problématique, c'est reconstruire l'estime de soi et le respect de soi, ce qui n'est pas facile. Voilà. Pour terminer, en conclusion, on va faire un note d'humour. Vous connaissez le comble du sadomaso? Voilà, vous ne pouvez pas me répondre, je vais répondre pour vous, vous me dites non, et je vous réponds. C'est le maso qui dit au sado, fais-moi mal, le sado lui répond non. Voilà, c'était simplement pour rigoler un peu. Allez, on passe à autre chose. Voilà, le dernier thème, c'est les peurs et les croyances, les freins et les raisons. On peut dire qu'effectivement, lorsque vous avez des patients qui ont considérablement évolué, mais qui tournent en rond toujours dans la problématique, hormis effectivement si vous repérez une résistance, on peut dire que les principaux freins et les raisons, ce sont les fameuses peurs et croyances dont on a parlé dès le départ. On va les citer, elles sont simples, c'est important de les connaître. Vous avez 5 variations de peurs, les peurs primitives, les peurs karmiques, les peurs héréditaires, les peurs acquises et les peurs autocréées. Pareil pour les croyances, même thème, croyances primitives, croyances karmiques, croyances héréditaires, croyances acquises et croyances autocréées. Là, on voit bien qu'on a généré une définition à partir des mémoires engrammées dans l'être. Tout ça, ce sont des mémoires. Toutes des mémoires qui sont enregistrées par l'ADN depuis la nuit des temps. Les primitives, ce sont les plus anciennes. Ça vient de la nuit des temps, ça vient des premiers hommes, ce sont des peurs archaïques, des terreurs. C'est le chasseur qui fuit la bête qui l'attaque. On est du niveau du cerveau reptilien. Donc c'est vraiment des peurs tripales. Les croyances, c'est pareil, ce sont des croyances tripales, des croyances ancestrales archaïques. On est sur tout ce qui est terrorisant, qui fait très peur. Notamment des choses qui remontent dans des temps anciens. Par exemple, des sacrifices, des tortures, etc. Après, vous avez les peurs karmiques, issues des vies antérieures. Donc, ce sont des événements qui ont laissé des traces de peur. Pareil pour les croyances. Vous avez enregistré ces croyances dans vos vies antérieures et ces événements sont liés au karma personnel ou collectif et vous les reproduisez dans cette vie-là. Après, vous avez les peurs héréditaires. Ce sont des modèles de fonctionnement culturels et familiaux qui ont été transmis par votre génération et par vos parents en première ligne. Ensuite, vous avez les peurs acquises ou les croyances acquises, forme à sage reçue par l'éducation, forme pensée captée par l'environnement qui influence l'être. Une croyance acquise peut être formée par simplement un film que vous regardez ou un journal télévisé. D'accord ? Tout ce qui est opinion peut former une croyance. Et enfin, des peurs ou des croyances auto-créées, c'est-à-dire celles que vous vous créez vous-même par ce qu'on appelle un auto-formatage, une auto-programmation des modèles de pensée et de comportement qui influencent votre quotidien. Voilà. On peut dire que ce sont les principaux bastions qui résistent à la guérison. Il y a un détail important, c'est qu'elles se repassent de génération en génération, s'engramment dans nos gènes, dans nos champs d'énergie,
à tous les niveaux et dans nos cellules. Voilà, j'ai terminé la session théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. Juste quelques mots. Il y a un outil quantique qu'on utilise en cabinet qui s'appelle le biophotons pluricroyance. Ce ne sont pas des programmes de bibliothèque, ce sont des outils réels. Ce sont des structures, c'est de l'eau engrammée, programmée pour effacer les mémoires. Et donc, c'est ce coffret qui s'appelle le 12 biophotons pluricroyance. Le principe est simple, c'est que vous sélectionnez au biotest ou à l'antenne de chair les fameux, en fonction de la demande du patient, les fameux biophotons pluricroyance, ou les deux, et vous appliquez, vous prenez, donc il y a un cordon sur lequel la bouteille s'accroche, et comme un pendule, vous faites tourner cette bouteille au-dessus du chakra du cœur, parce que le chakra du cœur, c'est la porte d'entrée informationnelle du corps, hein, c'est ce qu'on a vu avec Rupert Sheldrake, c'est par le cœur que rentrent les informations extérieures. Donc vous faites tourner. Tant que ça tourne, c'est que le programme télécharge l'information. Tous les programmes qui sont dans la bouteille sont téléchargés à l'intérieur du champ énergétique de la personne. Et donc, ça va aller effacer dans l'ADN toutes les mémoires qui sont liées aux peurs et aux croyances que vous aurez utilisées à ce moment-là. Voilà, ce coffret est en vente 350 € sur le site Shopzen. Je vous ai donné l'adresse précédemment dans les masterclass d'avant. Voilà. Vous avez aussi un autre coffret pour les 5 blessures de l'être qui fonctionne de la même manière. Voilà, on va passer à l'atelier. Si vous avez des questions, c'est le moment pour cette séquence. J'attends vos questions avant de commencer l'atelier. Bon, on va sortir du logiciel. On va rentrer maintenant. On va brancher l'iPad. Voilà. Voilà, on a donc sur un fichier d'un patient qui est dans une dépression nerveuse. J'ai pris ce patient-là parce que, effectivement, il y a un travail à faire. Donc, il est clair que sa demande, c'est d'aller mieux, sortir de sa dépression. Je rappelle quand même que la définition de dépression, c'est un refus de changement, un refus de deuil. Donc, on est d'accord que cette personne bute sur une résistance majeure dans sa vie et n'avance pas, elle tourne en rond, et forcément, à force de tourner en rond, on se retrouve dans un effet dépressif. Et voilà pourquoi. Alors, première chose à faire dans le développement personnel, on reprend ce qu'on a dit à la masterclass sur le nettoyage énergétique. On va d'abord nettoyer les énergies chargées négativement. Ça, c'est la première étape. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir une perturbation qui va venir des champs d'énergie automatiquement. Donc, la règle d'or numéro 1, c'est lorsqu'on a un patient qui arrive avec une dépression ou une problématique de développement personnel, c'est tout de suite nettoyer ses énergies. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne reviens pas dessus. Vous avez assisté au masterclass sur le champ 2. Hein. Vous avez pour ça la rubrique aura, la rubrique chakra, la rubrique surtout protection spirituelle et note de solfège sacré. Ce sont les 4 thèmes que vous allez utiliser pour nettoyer l'énergie du patient, notamment la protection spirituelle qui est vraiment la plus importante, puisque c'est là qu'on va regarder en détail si la personne a des entités, si elle est chargée énergétiquement ou pas. Voilà. C'est très important de faire ce nettoyage au préliminaire. Une fois que le nettoyage est fait, on peut aller voir, plus travailler sur la dimension de l'être. Donc là, je suis en train de faire pour cette patiente. Voilà, vous voyez là,
entourée, remplie de lumière. Apparemment, elle n'est pas chargée sur les autres plans, donc c'est très bien pour elle. Simplement besoin de protection. Ça veut dire que peut-être que ses corps sont un peu décentrés, quoique la connexion à la Terre a l'air correcte, donc c'est bon. Alors, sur le développement personnel, première chose à faire aussi, c'est les notes de solfège sacré. Alors, j'ai coutume de commencer par là, parce que je peux donner des pistes aux patients en lui disant littéralement, voilà sur quoi vous êtes en ce moment, ce qui est quand même un peu rassurant. C'est vrai que quand la personne est aux prises avec une dépression, est au fond du trou, c'est pas facile pour elle de savoir dans quoi elle se trouve et dans quoi elle est. Et si je présente en premier lieu les solfégios, les solfégios vont donner des pistes de travail déjà. Regardez par exemple pour cette patiente. Là, la première chose sur laquelle elle doit s'occuper, c'est de faciliter le changement et transmuter. Donc ça veut dire ou s'ouvrir au changement. C'est pas dangereux le changement. Elle va être aidée par la fréquence parce qu'on va forcément apporter cette fréquence dans la correction rapide. Le réveil de l'intuition, écouter son cœur. Donc c'est simplement à travers le dialogue avec le patient que vous pouvez déjà donner des pistes de travail au patient et déjà le rassurer. Retour à l'ordre spirituel, je rappelle, c'est la fameuse formule de Grabovoi, retour à la norme du créateur, donc c'est une sorte de reboot complet. Donc on est vraiment sur une relance complète des énergies et une relance complète de tout l'être. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de puissant. On peut comparer ça avec le chakra de la rate, puisque le chakra qu'on appelait le petit soleil essénien, qui est un chakra mineur, qui est au niveau de la rate, si on l'active en faisant un soin de rat, on reboot complètement toutes les énergies du patient. Et enfin, le dernier, c'est le sentiment de sécurité. Et donc, on voit qu'en même temps, on peut apporter une sécurité au patient, le rassurer là-dessus. Donc, je commence toujours par les solfégios, et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Je vais importer tout de suite ces solfégios dans l'ordre, dans la case correction rapide. Voilà. Maintenant, je vais me diriger vers le mental, parce que c'est là que ça se passe. Pour repérer si en premier lieu, il n'y a pas des indications sur l'émotionnel. Donc là, il n'y a rien sur l'émotionnel, c'est vert pour le patient. On va faire une simule quand même. Par contre, vous avez chez ce patient les essences des fleurs de bac. Ça veut dire qu'en clair, vous pouvez commencer à travailler aussi avec les fleurs de bac, puisque vous le savez, les fleurs de bac travaillent sur l'état d'être négatif. Il faut savoir que une dépression nerveuse, par exemple, on en sort en 3 mois. Allez, 2-3 mois, rapidement. Alors que la personne peut être restée pendant 2-3 ans dans une dépression. Moi, j'avais une de mes voisines, quand j'habitais du côté de Montauban, j'habite Toulouse maintenant, j'avais à côté de ma propriété une voisine qui était en dépression depuis 5 ans. Elle avait perdu totalement confiance en elle. Elle travaillait dans un tribunal. Elle était aide, je crois qu'elle s'occupait des tutelles. Et elle avait perdu totalement confiance en elle. Elle mangeait des anxiolytiques à longueur de journée. Elle prenait des antidépresseurs. Eh bien, en 3 mois, elle a tout lâché. On a fait un accompagnement, bien sûr, avec le médecin, parce que le médecin s'occupait du sevrage, mais tous les élixirs de Bach ont participé à son évolution. Plus, bien sûr, d'autres choses, mais on peut dire que rien qu'en donnant les élixirs de Bach, on peut transformer la personne et la sortir d'un état vraiment très profond. Sweet Chestnut, la plupart des personnes suicidaires prennent Sweet Chestnut, vous avez, avec Cherry Plum, vous avez des personnes qui sont totalement transformées, c'est le jour et la nuit, quelques jours après. Voilà, donc important de repérer déjà les élixirs de Bach qui correspondent à la demande du patient. Alors moi j'ai un petit souci, c'est que je les connais par cœur, mais en anglais. Moi j'ai la traduction française, à chaque fois il faut que je retraduise. Mais bon, c'est une volonté de Ryan de mettre dans la langue, vous l'avez en français. Mais si vous êtes adepte des élixirs de Bach, vous les connaissez en anglais, parce que j'ai été formé à l'école anglaise. Donc voilà. Alors, il est clair que là, on va prendre des têtes de liste, sauf si votre intuition vous parle et que vous sentez qu'il y a plus un élixir qui vous appelle ailleurs. Mais on est d'accord qu'il ne s'agit pas de prendre toute la liste que Janus propose, j'en ai parlé hier, il s'agit de prendre 5 élixirs seulement, puisque c'est la volonté de Bach de ne proposer que 5 élixirs en priorité. Alors forcément,
Notre cher Genius, lui, est tellement doué, il va vous sortir un détail tellement important. Donc, c'est important de biotester. Éventuellement, vous pouvez vous aider avec la biocompatibilité. Je rappelle que dans le menu, vous avez biocompatibilité. Vous pouvez faire le test de biocompatibilité, un biofeedback sur les élixirs de Bach pour être sûr que vous faites le bon choix. Sinon, vous vous laissez guider par votre intuition ou par votre feeling ou par l'antenne de l'échelle. Donc là, on va simuler, on va prendre la bruyère, on va prendre la patience, on va prendre Follavoine, on va prendre Centauré, la volonté, et on va prendre Étoile de Béthel. On va remarquer que dans cette série, il n'y a rien sur la dépression. C'est plus sur l'action. On va regarder aussi les émotions, parce que souvent, la personne est chargée émotionnellement. C'est important aussi de traiter l'émotion. Alors moi, en général, je ne traite pas tout, parce qu'il y a de à boire et à manger dans cette session. Je traite essentiellement les rouges et les prioritaires, parce qu'ils me permettent les plus parlantes et les plus signifiantes. Mais c'est pas facile parce que le patient ne parle pas forcément de ses émotions. Donc, on va essayer de travailler sur les dominantes et c'est les plus essentiels. Donc là, on est d'accord qu'on est toujours sur le développement personnel, on n'est pas sur le développement évolutionnel. Voilà, donc ça, c'est les choses qu'on regarde déjà en premier lieu. On essaie de débroussailler tout ça. On fait un tour d'horizon pour être bien sûr que... autre chose, Nogier travaille, les fréquences Nogier peut travailler sur la dépression nerveuse. Alors, Nogier, vous avez, sur la dépression nerveuse, vous avez les états de désordre émotionnel, c'est la fréquence F. Le problème de dépression, c'est la fréquence G, parce que ça stimule le cortex cérébral. Toutes les maladies psychosomatiques, les problèmes cognitifs, c'est donc le G. Et la dépression, pardon, dépression nerveuse, c'est la L, la fréquence L. Et vous avez aussi les problèmes de latéralité, les problèmes de concentration, les problèmes Alzheimer avec la fréquence L. Je rappelle aussi que la fréquence E traite les problèmes d'ergodystrophie et la douleur. La fréquence D travaille sur les problèmes de marche et de posture du corps, problèmes d'épaule, problèmes de posture des côtes, la motricité. La fréquence C travaille sur les problèmes de spasmes artériels et les spasmes intestinaux, sur les atonies de la vésicule et de la rate, sur les constipations, sur les problèmes de pression artérielle basse. La fréquence B travaille sur les problèmes d'insuffisance lymphatique, sur les insuffisances veineuses, sur les problèmes d'artères, coronaires ou pas, sur les maladies auto-immunes et sur les problèmes du système immunitaire, donc notamment les allergies. Voilà, vous avez tout en détail. Je vais revenir maintenant sur... Alors, vous avez tout en différé, là, parce que je vous ai lu tout ce qui est sur la page. Donc, on va revenir en arrière très vite. Donc, il suffit simplement de sélectionner donc, les dernières fréquences, la G et la N, si vous avez fait une dépression. Mais parfois, vous avez d'autres propositions. Par exemple, pour cette patiente qui est atteinte aussi de fibromyalgie, vous avez la A et la E qui se réveillent. Donc, on ne va pas tenir compte de ce schéma. Donc voilà, on a fait le tour. Autre chose qui participe aussi à l'état émotionnel, à réguler et harmoniser l'état émotionnel, et aussi qui peut aussi agir sur l'état d'esprit, c'est les sons des méridiens d'acupuncture. On a eu tout un schéma, une démonstration sur les méridiens d'acupuncture à la deuxième masterclass. Et dans ce cas-là, je vous demanderai de vous y référer parce que ce serait trop détaillé de revenir dessus. Bon, c'est rare, j'utilise les méridiens quand même, parce qu'avec les bibliothèques, j'ai de quoi faire. Alors maintenant, on va aller voir les bibliothèques, puisque là, c'est là qu'on va travailler plus en finesse sur l'état d'être de la personne et la transformation de mémoire. Je vais vous demande 30 secondes, le temps de relancer un recopier d'écran.
parce que en fait, ce que vous voyez à l'écran ne suit pas mon discours et ça m'embête un peu. Voilà, là vous avez la liste donc des bibliothèques que j'ai mis pour cette patiente. Alors j'ai fait un florilège. J'ai mis les aides des médecins du ciel, c'est un fichier sur les connexions supérieures, parce que les médecins du ciel, les guides de lumière peuvent accompagner aussi les êtres en envoyant des fréquences vibratoires particulières. J'ai fait aussi l'antenne de l'échelle, j'ai la version antenne de l'échelle en fichier, bibliothèque, donc ça ce terme-là sert simplement pour faire une anamnèse, donc c'est uniquement un diagnostic. Vous avez les biophotons, qu'on en a parlé tout à l'heure, biophotons croyants, biophotons peur, blessure de lettres. Blessure de lettres, c'est le fichier que vous avez reçu. J'ai aussi des huiles d'onction, qui sont des fichiers qui travaillent sur l'évolution de l'être, l'évolution spirituelle. Ce sont des véritables huiles d'onction qui ont été faites par des méditants qui envoient des fréquences énergétiques qui permettent de travailler en profondeur sur l'ouverture du cœur et sur l'ouverture de l'être dans sa reliance. Elles sont en vente aussi sur le site. Vous avez aussi l'identité, vous avez reçu que l'identité de soi, mais il y a un autre fichier, identité. Vous avez aussi reçu libération et expression de soi, je crois que c'est le deuxième fichier que vous avez reçu. Il y a aussi un autre fichier qui s'appelle libération des chemins relationnels. Donc vous voyez qu'à travers le travail, en fonction de la demande du patient, je vais réunir les bibliothèques qui correspondent à ma zone de travail. C'est-à-dire que je vais être à l'aise dedans. Je vais compter large en mettant un maximum de bibliothèques pour faire mes recherches, quitte à avoir beaucoup de détails et à recentrer après. Donc là, je vais lancer l'analyse pour tous ces éléments. Allez, je suis en différé avec vous. On va sortir, rentrer. Voilà, ça ira plus vite. Voilà, vous avez donc la solution qui a été donnée. Ça tombe bien parce que le premier fichier, vous l'avez, c'est l'identité de soi. Ensuite, il y a les biophotons qui sortent sur les fameux coffrets que je vous ai montrés. Biophotons croyances, trousses de soins, ce sont des traitements homéopathiques classiques. Notamment dedans, vous avez le S72, qui est un traitement antidépresseur naturel. Il y en a d'autres. Hein. Blessure de l'être, vous l'avez aussi dans vos fichiers. Source de la problématique, donc vous avez plein de choses. Donc je vais vous faire une démo directe sur tout ce qu'on peut faire avec Genius là-dessus. On va regarder d'abord le premier fichier qui est en priorité. Ça tombe bien parce que c'est le même fichier que vous avez reçu. Voilà, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Hein. Quand il veut pas, il veut pas mon truc. Hein. Je viens de faire la démonstration, je suis obligé de ressortir et rentrer, désolé. Voilà. Voilà le résultat. Donc on voit bien que pour cette personne, la priorité du travail qu'elle doit faire, là on va travailler sur les mémoires, c'est affirmation de soi, sortir des croyances du rôle de sauveur pilier pour être aimé, donc aller dans le triangle de Cartman, choisir l'unité et l'amour comme chemin de vie. Donc on est d'accord que ça, ces trois éléments-là, vont travailler sur les mémoires engrammées pour les effacer et permettre à la personne d'accéder aux éléments qui sont là. Donc on va effacer certaines croyances, la croyance du rôle du sauveur, et on va connecter la personne à des fréquences qui sont supérieures. Ensuite, vous avez les choses qui suivent. Harmonisation du masculin et du féminin en soi, protection pour être stable émotionnellement et ne plus se sentir envahi, prendre conscience de ce qui est encore caché pour avancer, libération des schémas familiaux, se libérer de la dépendance affective. Donc il est évident que déjà en priorité, il faut écouter aussi votre anamnèse, ce que vous avez repéré du patient, parce qu'on ne va pas pouvoir tout prendre. Il est évident que là, vu le schéma de la patiente que j'ai repéré, c'est une dépendante affective, donc ça colle bien. Elle est dans un schéma d'abandon, et ces schémas parentaux la noient complètement, elle se noie complètement, toujours reprise avec ces schémas parentaux. Donc je vais prendre le bas de la liste, libération des schémas parentaux, je les mets en haut, se libérer de la dépendance affective, qui sont pour moi prioritaires par rapport à cette patiente, par rapport à l'analyse que j'ai faite. Et je vais prendre les trois premiers. Voilà. Pour le reste, je note, mais je ne vais pas forcément
l'utiliser. Je peux éventuellement mettre prise de conscience de ce qui est encore caché, parce que ça va révéler à la conscience des choses nouvelles pour faire progresser le patient, mais c'est tout. Donc je retiens que ces items-là. Je ressors. Maintenant, il me reste les biophotons croyances. On va aller voir les blessures de lettres, puisque vous l'avez. Et vous retrouvez des points communs. C'est-à-dire qu'en fait, Genius est logique et cohérent. Vous voyez que sur les deux choses qui sortent, vous allez sortir des schémas parentaux et trouver sa propre ressource, se libérer des schémas parentaux et activer ses propres ressources intérieures. Il y a un doublon. C'est pas grave. Je pense que j'ai dû doubler les choses. Donc en gros, soit vous gardez ce que vous avez déjà mis, ce que vous avez déjà mis avec l'autre fichier, hein, se libérer des schémas parentaux. Sauf si cette formule est beaucoup plus importante pour vous, auquel cas vous pouvez remplacer celle-là par une autre, auquel cas vous pouvez effacer l'autre. Voilà. Se libération des schémas et modèles familiaux, ou gardez les deux, tout simplement. OK? Voilà. Donc, vous voyez que déjà, on avance et on progresse. Et tous les items que vous avez posés sont vraiment ciblés par rapport à la demande du patient et par rapport à sa problématique. Et plus en plus on avance, de plus en plus, on commence à rentrer en profondeur dans cette dynamique, dans cette dynamique d'être, pour trouver des moyens de la libérer et de l'accompagner dans la libération de ses mémoires. Alors, apparemment, ce qui sort net, c'est Buffeton croyance. Vous les avez ici. Donc là, on va travailler sur la source de ces modèles. Et vous voyez bien que la croyance la plus puissante chez elle, c'est la croyance héréditaire. On est encore sur les schémas parentaux. Donc là, on va mettre aussi cet item, parce que là, on va effacer cette croyance héréditaire à travers l'item que l'on a choisi. Voilà, vous avez plein de choses. Hein. On peut aller chercher les sources de la problématique. Alors, c'est un fichier intéressant. Les sources de problématique, c'est un fichier plus anamnèse, et en même temps qui sert à traiter, à amener des éléments. Hein, par exemple, là, il sort mémoire in utero. Ça veut dire que la source de la problématique remonte très très en amont. Hein, et on est sur une mémoire in utero. Donc là, pareil, je sais que ça vient de là. Je vais basculer les thèmes pour travailler sur ces mémoires. Voilà. Alors, par contre, il ne faut pas en mettre trop. Là, j'ai 18 items, ça me suffit. Il ne faudrait pas non plus en rajouter trop et que le patient soit bousculé par tous ces travaux en cours. Je vois la trousse de soins qui appelle, je vais quand même regarder pour voir s'il y a un traitement homéopathique à joindre en même temps que les élections de Bach. Non, j'ai rien. J'ai F114 qui sort, qui est un traitement sur le foie, drainage du foie. Non, j'ai rien de spécifique. En plus, c'était en vert, donc non, c'était en jaune. Mais bon, là, il n'y a rien qui sort. Voilà. Vous voyez qu'à travers ces items, vous pouvez cibler la problématique du patient. Et en général, quand je le fais avec un patient, je leur montre ce que l'application a trouvé. C'est-à-dire que je cherche une résonance. Ça leur permet aussi de voir dans quoi ils sont et de conscientiser déjà pendant la séance du travail qu'ils ont à faire. Alors des fois, c'est un peu pénible parce que la personne, ça lui révèle certaines choses auxquelles elle n'avait pas forcément pensé. Par contre, j'y vais prudemment parce que la règle d'or numéro 1, ce n'est pas de créer une pathologie. Donc, ce n'est pas de mettre en évidence une chose qui pourrait faire peur au patient et créer un effet inverse qui le terrorise et qui le met dans une résistance majeure. Ce qui est important, c'est de sentir en fonction du patient si on peut dire ou ne pas dire, ou dire pas complètement, pour simplement l'aider et lui donner des pistes de travail, sans forcément dire tout en détail si on sent que le patient est trop fragile émotionnellement et qu'il faut un peu de temps avant qu'il avance de manière un peu plus claire là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, chers amis? Vous avez, alors, devine considérer, on a reçu les blessures de lettres. Oui, vous avez reçu deux fichiers. Hein. Deux fichiers vous ont été envoyés, blessures de lettres et, identité de soi. Normalement, vous avez deux fichiers, deux codes sur votre réception. Si vous ne l'avez pas, je vais vérifier et on vous envoie ça ce soir. François, c'est Florence. Oui, vas-y. Oui.
Je vous écoute. Oui, François, le fait que tu aies choisi beaucoup d'items dans l'exemple que tu nous as présenté, du coup, si tu peux être amené à aller changer tes ondes, parce que ce que tu nous as montré dans les 3 premières masterclass, c'était plutôt sélection de 2, 3 items. Là, on est vraiment sur un groupe d'items important. Donc, il faut penser à Oui. aller modifier l'onde si elle n'est pas en accord. Donc là, tu mets en mode harmonique, type d'onde harmonique, forcément sinusoïdal. C'est-à-dire que tu fais un groupé. Je rappelle que l'onde harmonique permet de passer toutes les items depuis le début jusqu'à la fin, tout le long de tout le temps donné. Si vous êtes en soliton, vous divisez par 2 ou 3 minutes chaque item. Ça, Donc là, je ok. fais en groupé en harmonique. Je forme un hologramme complet sur le mode harmonique pour faire passer tous mes items, parce que là, je peux avoir, des fois, j'en ai 25. Hein. Mais dans tous les cas de figure, tu vois, tu les mets toujours dans correction rapide, tes items. Oui, sauf si, sauf si, tu peux l'utiliser en sélection générale si tu veux chercher la source de la dépression. Ouais. Par exemple, Ok. sortez les croyances du rôle de sauveur pilier pour être aimé. Je peux le basculer en bas. Pourquoi il est tombé dans le piège du triangle de Cartman? Bon. Mais c'est moins évident parce que si je fais avec l'application Genius, donc là je vais chercher, je vais faire le truc, c'est pas forcé qu'il fasse une étude des zones fonctionnelles correcte parce qu'on est sur le domaine psy. Et Genius n'est pas créé pour être psy. Il faut savoir que la plupart de l'approche de développement personnel et évolutionnel, on le fait à partir des bibliothèques qu'on rajoute. Sauf si vous avez utilisé que Solfègeo et que vous utilisez que quelques items des fleurs de bac. C'est le seul endroit où vous travaillez sur l'évolution. Et vous voyez quand même, il a repéré une zone psychogène. Vous voyez. Donc zone psychogène, c'est quand même dans le cadre de ce problème du rôle du sauveur. Ouais. Donc vous voyez bien qu'on peut le faire aussi en recherche plus profonde de la problématique. Si vous prenez par exemple un psoriasis ou l'urticaire, on sait que l'urticaire et le psoriasis, en médecine chinoise, c'est de la colère rentrée. On le sait. Vous voyez qu'il a trouvé tendance dépressive en plein sur le panel du patient. Et un stress hormonal, parce que la dépression interagit forcément sur le système hormonal, dont notamment l'hypophyse et l'hypothalamus. La plupart des femmes qui ont des problèmes d'aménorrhée ont eu des chocs émotionnels, ont eu des chocs émotionnels avec l'aménorrhée parfois. Donc on voit bien que là, on peut travailler en profondeur aussi, mais on Ouais. va être obligé de sélectionner. Alors, il y en a une heure qui dit en mode harmonique sinusoïdal pour 18 items, on compte 18 minutes. Non, il faut compter au moins 2 ou 3 minutes par item. Il faut que ça reste ancré. Hein. Faut que ça, c'est puissant. Là. On travaille sur le domaine psychique. Hein. 1 minute, c'est insuffisant en sinusoïdal. En général, pour un mode sinusoïdal. Alors, attends. Tu parles en mode harmonique. Pardon, je pensais que tu parlais en mode soliton. En mode soliton, c'est 2 à 3 minutes par item. En mode harmonique, si tu mets 20 items, tu peux mettre 25 minutes, tu rajoutes 5 minutes à peu près. Tu peux mettre 18 minutes si tu veux. De toute façon, comment dire, les fréquences se jouent depuis le début jusqu'à la fin. Elles sont accrochées. Rappelez-vous le schéma que vous avez vu au premier niveau. Elles sont accrochées tout ensemble. Alors qu'en onde soliton, c'est une séquence après l'autre. Une fréquence après l'autre. Donc là, tu vois, en psychogénique zone, on a quand même quelque chose qui cible bien. Donc là, je vais prendre tendance dépressive et 13 hormonale. Voilà, je vais relancer. Alors, ce que je fais souvent, c'est j'utilise souvent la partie basse pour les traitements. Notamment hier, j'ai une patiente aussi qui était en dépression, qui était vraiment carrément au fond du trou. Et tout de suite, j'ai vu ça, c'est Arsenicum album. C'est le côté un peu suicidaire, idée noire, tu vois. Épuisé, en plus, moralement, physiquement. C'est typique d'Arsenicum album. Et donc, j'ai été chercher le polycrest Arsenicum album dans... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Dans la comparaison croisée, je l'ai basculé en bas. Ok. Et j'ai rajouté
en dehors du soin du haut, j'ai fait, si vous voulez, un sorte de prescription des traitements cibles en bas. Vous avez compris? Ce qui fait que c'est indépendant, ça veut dire que tu peux jouer indépendamment. En haut, tout ce qui touche la problématique du patient, la transformation de ses mémoires et son évolution, et en bas, le traitement. Comme ça, tu as discerné les deux, tu le fais en deux séquences, et ça peut te permettre de faire le traitement en ondes solitons. Et le haut en ondes harmoniques. Tu as discerné les deux. Et c'est vrai que, vu l'état de la patiente, il valait mieux faire Arsenicum album en ondes solitons, hein, pas en harmonique. Tu vois? Ok. Est-ce que c'est bon pour vous d'autres questions? Je regarde, je reviens en arrière pour voir les questions qui ont été posées par écrit. Oui, alors Dominique Concy qui dit on a reçu les blessures de l'aide. Vous n'avez pas reçu le reste? Source des maladies, si, il y a. Je ne l'ai pas encore mis sur le site, je ne sais pas s'il est sur le site source des maladies. Il n'y a pas source des maladies. Tu parles de. Alors, attends, de quoi tu parles? De l'antenne de l'échelle? Enfin, de. Attends. De quoi tu parles? Ce que tu as vu dans le fichier. Juste un instant. Anamnèse énergétique? C'est celui-là dont tu parles? Dominique, tu es là. De quoi tu parles sur la source des maladies? Sinon, est-ce que tu parles de anamnèse énergétique ou source de la problématique? Bon, j'ai pas de réponse. Bon, source de la problématique, ça, on peut le mettre sur. Je crois qu'il y a déjà, d'ailleurs. Je me demande s'il n'est pas déjà dans le fichier en vente, en kit. Par contre, anamnèse énergétique, on ne peut pas le mettre pour la simple raison, c'est qu'il y a des droits. En fait, c'est des biophotons spécifiques et je n'ai pas encore l'autorisation de le mettre en ligne. Ça ira peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est réservé uniquement aux élèves que j'ai en direct quand ils viennent à mes formations. Donc l'analyse énergétique, de toute façon, vous pouvez pas c'est pas indispensable, vous pouvez très bien vous en passer. Oui, source de la problématique. Mais je crois qu'il y a en kit, Dominique. Il faudra regarder, je vais retourner. S'il n'y est pas, je le mettrai en ligne, en vente. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe sur les médecins du ciel, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je n'ose pas mettre en vente des items où il n'y en a pas beaucoup. Quoique là, il y en a quand même un paquet. Voilà. Ça, c'est les médecins du ciel. Hein, vous avez activation de l'ADN amour, connexion au cœur de lumière, connexion au guide intérieur, connexion. Alors, on est sur le soin évolutionnel. C'est justement la fin de cette session. On est sur connecter sa partie divine en soi. Recevoir le rayon vert de la guérison divine en action, recevoir le rayon violet de la purification en action. Donc, on a tous les rayons. Recevoir la lumière divine, harmonisation des chakras supérieurs. Quand on parle des chakras supérieurs, on parle des 14 chakras, ceux qui sont au-dessus de la couronne, qui sont des chakras qui touchent l'évolution. J'en ai parlé au niveau Masterclass 2. Ceux-là sont des chakras qui vont faire progresser la personne dans son évolution supérieure. Et lorsqu'on travaille dessus, on les active, ça permet à la personne d'avoir des connexions particulières et d'ouvrir ses champs d'énergie pour recevoir ces nouvelles énergies. Vous avez protection des vies de lumière, ancrage et acceptation de la mission de vie, confiance dans l'intuition du cœur, régénération générale et relance des énergies. Vous avez se connecter à sa famille de lumière, très utile pour repérer sa mission de vie, lâcher prise de l'ouverture du cœur et se connecter à sa mission de vie. Donc ça, c'est le fichier aide des médecins du ciel. Ceux-là, ils sont en ligne, hein, vous les avez. Vous pouvez travailler effectivement sur l'évolutionnel avec ça. Donc, je vais regarder ça pour la patiente. On va imaginer qu'on veut la faire évoluer spirituellement, la faire évoluer au niveau de la connexion de l'unité intérieure et de la connexion. Et vous voyez que tout de suite, il y a 3 niveaux qui sont assez incroyables. Tout à l'heure, la patiente disait, mais j'ai du mal à accepter mon incarnation. J'ai du mal. Dans la fuite, dans sa dépression, elle est dans une simple fuite. Donc automatiquement, elle a du mal à accepter sa vie et son incarnation dans ces moments-là. Et vous avez plein pot, en rouge, ancrage et acceptation de sa mission de vie. C'est incroyable. Que la précision de Genius, c'est vraiment top. Donc là, vous avez confiance dans l'intuition du cœur, se connecter à sa flamme de lumière et ancrage et acceptation de mission de vie. Le reste n'est pas activé. Donc forcément,
Si je veux travailler aussi sur l'ouverture du cœur, sur le schéma évolutionnel de l'être, je vais rajouter ces éléments. Mais attention, moi je les vends, mais vous pouvez vous les créer. Moi, c'est le résultat d'un travail de recherche de thérapeute, mais vous avez votre propre pratique de praticien. Vous savez très bien, vous avez une expérience, vous avez un vécu, vous savez très bien réunir des items, faire la liste des items et les créer. C'est ça, vous savez comment créer des items de bibliothèque. On va revenir dessus, je le rappelle. Hein, vous allez sur les bibliothèques, vous allez dans le schéma, donc vous avez les 3 traits en haut, vous allez remonter au menu, vous tapez sur bibliothèque. Vous êtes en différé sur l'écran. Hein. Vous êtes en différé, vous voyez ce que vient de trouver, donc l'aide des médecins du ciel, confiance dans l'intuition du cœur, se connecter à sa famille de lumière, ancrage et acceptation de la mission de vie. Voilà. Donc vous allez dans le menu et vous allez sur la page bibliothèque. Je vais sortir de là, ça ira plus vite. Voilà, et vous pouvez importer vos librairies, créer vos propres librairies. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas ça, c'est plus. Alors là, vous avez la liste. Si vous voulez générer une liste, vous allez appuyer sur plus en haut à droite de l'écran. Voilà, là, vous avez la page vierge pour créer une bibliothèque. Hein? Si tu veux bien, s'il te plaît, est-ce que tu veux bouger un peu là? Décidément, ça va pas aujourd'hui avec... Voilà. Bon. Voilà, sur cette page-là, ben, vous n'avez plus qu'à rentrer le nom de la catégorie. Moi, je mets que le nom de la catégorie. Par exemple, des codes informationnels de la CACHA. Je prends un exemple comme ça, pof, pof. Voilà. Pour les codes ADN, par exemple, travailler sur les codes ADN, des choses comme ça. Donc, vous allez vraiment travailler sur des formes de connexion particulières. Il est clair que là, vous créez votre propre fichier. Donc là, on va imaginer ça. Une fois que vous avez essayé de sauvegarder, hop, vous retrouvez dans la liste. Donc là, on est en train de taper le nom, le code informationnel de la CACHA. Voilà. Vous enregistrez. Merci d'enregistrer. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. J'aime pas trop, c'est différé. Voilà. Il enregistre. Voilà, vous cherchez dans la liste des codes. Voilà. Donc, vous venez de taper. Vous les cherchez dans la bibliothèque ce que vous venez d'entrer. Allez. Voilà, ici, c'est juste là en tête de liste. J'appuie sur la flèche noire sur le côté. Et là, j'arrive dans la poche, dans la case de présentation de l'item. J'appuie à nouveau sur la flèche à côté des items, il y a un 0, où il y a marqué 0 item. Vous appuyez sur la flèche juste à côté. Voilà. Et là, vous accédez sur la page d'écran. Donc c'est simple, pour importer, vous allez simplement appuyer sur importer et vous avez la fameuse fenêtre qui vous permet de programmer vos bibliothèques. Donc simplement, vous entrez le nom de l'item dans la case nom d'item, par exemple, code de la matrice, activer. J'appuie sur ajouter item. Ah non, importer maintenant, pardon. Et donc là, il va calculer les fréquences en holo-linguistique. Importer maintenant. Donc là, il travaille en holo-linguistique parce que la plupart des fichiers sur le développement évolutionnel ne se fait qu'à travers l'énergie du nom. Il n'y a pas de matière sur
le plateau chart. Si vous avez un plateau chart et que vous avez des médicaments, vous pouvez l'utiliser, brancher avec le câble de connexion de l'iPad, de chargement d'iPad sur le plateau chart. Et là, vous mettez carrément les gélules en direct avec le plateau et vous faites la même procédure. Et là, il va enregistrer les règles fréquences des produits. Voilà, vous appuyez sur ajouter item. Voilà, et vous avez la première bibliothèque qui s'affiche sur l'écran. Vous la retrouverez dans la liste plus tard. Voilà, c'est comme ça qu'on crée. Donc c'est vrai que si je suis naturopathe, ben, j'ai mes propres outils, je vais avoir une approche particulière de l'anamnèse, je vais avoir plusieurs choses à vérifier. Je peux faire une bibliothèque déjà pour faire une anamnèse. Hein, des déficiences de telle vitamine, déficience de tel nutriment, tout ça, ça peut être aussi un moyen de diagnostic. Enfin, de bilan énergétique. Pas de diagnostic, c'est un diagnostic, c'est médical. Voilà. Et puis au bout du compte, une fois que vous avez une sacrée expérience, ben, vous allez arriver à ce type de schéma, une tonne de bibliothèques. Je ne sais même plus comment en faire, parce que je n'utilise pas tous les jours. Mais plus ça va, plus c'est intéressant, parce qu'en plus on va loin, et vous arrivez à vraiment faire un travail de fond incroyable, parce que c'est vrai que les capacités de Genius sont infinies, et que je vois tous les jours les transformations de mes patients grâce à cet appareil merveilleux. Voilà, c'est la fin. Est-ce que vous avez François, des questions? ouais, une toute petite question par rapport effectivement aux bibliothèques en holo-linguistique. Le fait de mettre, alors on choisit une langue, parlons français, ça serait plus simple, minuscule, majuscule, j'oublie un accent, j'oublie pas un accent, il n'y a pas de souci, genre faute d'orthographe, ou est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux réécrire, enfin effacer l'item et puis le réécrire correctement, ou bien ça n'a pas d'incidence? euh, Accent par accent, on s'en fout. D'accord? Majuscule par majuscule, on s'en fout. Par contre, Ok, orthographe, oui. Orthographe, oui. Il faut vraiment d'accord. veiller à ce que l'orthographe soit respectée. Ok, merci. Parce qu'il faut savoir que le logiciel est inspiré de l'anglais, de toute façon, il sait très bien quand il n'y a pas d'apostrophe ou quoi que ce soit. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres demandes? D'autres questions? Non, pour moi c'est ok. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà, bah écoutez, la suite, oui, il y aura d'autres. De toute façon, il y a quelqu'un qui dit merci beaucoup, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, il faut que je réfléchisse. Ça sera plutôt des ateliers thématiques hein, pour les praticiens, plutôt qu'une masterclass. On peut faire des ateliers, tout à l'heure, on a vu du karma, on peut parler du karma, on peut parler de plein de choses. Là, ce qui est en prévision, c'est plutôt une formation en ligne sur la thérapie quantique, plus large pour les débutants, mais bon, peut-être que, effectivement, dans quelques temps, on aura l'occasion de se revoir en ligne, on va faire des trucs. Voilà. Sinon, guettez vos mails. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent, pas tout de suite, parce que le temps qu'on finisse les vidéos, qu'on les monte et qu'on les mette en ligne, il faut laisser quelques jours, le temps que vous recevez donc les codes d'entrée pour vous loguer gratuitement. Il suffira simplement d'appuyer sur le bouton accès à la salle numéro temps et d'entrer le code et automatiquement vous avez effectivement vous aurez donc la possibilité de revoir les vidéos de toutes les masterclass et bien sûr les vidéos de celles auxquelles vous vous êtes inscrite. Hein. Les autres, il faudra payer à nouveau pour, si vous voulez vous inscrire aux celles que vous n'avez pas inscrites, il faudra payer un abonnement, enfin un pass pour pouvoir rejoindre cette vidéo. Voilà, en tous les cas, j'étais ravi de partager avec vous ces 4 masterclass. Je vous souhaite vraiment une très bonne réussite sur toutes vos approches thérapeutiques. Et puis j'espère que ça vous a considérablement aidé. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir François. Bonsoir.